Quelle pitié que Bilbo ne l'ait pas tué quand il en a eu l'occasion. La pitié? Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Que se serait-il passé justement si Bilbo avait tué Gollum? Nous allons voir. L'histoire commence simplement durant le Hobbit, alors que les nains et Bilbo se sont perdus dans les cavernes des gobelins. Bilbo s'égare et au lieu de retourner vers la sortie, il s'enfonce plus loin dans la nasse du tunnel sombre. Il trouve là, comme par hasard, un anneau d'or, mettant la main dessus sans le voir, dans le noir. Vous connaissez l'histoire, je n'en doute pas. Suivit alors Gollum, les énigmes et la fuite de Bilbo. Mais à ce moment, alors que Bilbo se tient prêt à passer au-dessus de Gollum pour sortir, c'est un moment de doute. Sa petite épée lui pèse dans la main et il se propose un instant de la passer au travers de la gorge de la misérable créature ramassée devant lui. L'histoire originale offre la vie à Gollum, mais pas notre scénario. Bilbo, alors qu'il allait s'élancer, plonge sa lame profondément sous la grosse tête ronde de Gollum, avec pour seul cri un gargouillement sinistre. Le pauvre Sméagol s'effondre et les 2 lampes de ses yeux s'éteignent à jamais. Bilbo est sauvé, et le reste de l'aventure du Hobbit n'est que très peu impacté par la mort de Gollum, vu qu'il n'intervient pas dans la prise d'Erebor ou le retour au pays. En 2944 du Troisième Âge, normalement Gollum tente de trouver des informations sur Bilbo en quittant sa caverne et en allant vers Dale et Erebor. Mais vous conviendrez, je pense, qu'il est difficile de se déplacer avec une épée au travers de la gorge. Donc, aucune sortie ne peut être faite. Pendant ce temps, Bilbo est rentré et au terme de longs entretiens, il révèle à Gandalf la vraie histoire de l'anneau, incluant le meurtre de Gollum. Gandalf, à son habitude, ne laisse rien paraître, mais est alarmé bien entendu. Il entrevoit que ce meurtre est bien plus lourd de conséquences qu'il n'y paraît, mais il ne cerne pas encore dans quelle mesure, en bien ou en mal. Alors que tout est pour le moins normal jusqu'aux années du Seigneur des Anneaux, la période durant laquelle Aragorn part chasser Gollum n'existe pas, donc le rôdeur est libre entre 3001 et 3017. Il participe à l'effort des Dúnedain pour surveiller la comté, sur conseil de Gandalf donc. Ainsi, nous arrivons au 22 septembre 3018 et au départ de Frodo de la comté. Mais sans grand changement pour l'instant. Durant sa fuite vers Creux de Crick, Frodo, Sam et Pippin ne rencontrent aucun cavalier noir et ne sont donc pas recueillis par les elfes de Gildor. Au lieu de cela, ils voyagent le cœur léger le long des chemins champêtres de la comté pour arriver au bac de Châteaubouk, non sans être arrivés au Perchoir Doré d'abord, à Stock, la meilleure bière du quartier de l'Est, à ce qu'on dit. Et à la nouvelle maison de Frodo, évidemment, ils y arrivent à l'heure indiquée par Merry et Fredegar. Le père Maggot n'est pas rencontré et bien entendu, l'idée d'un passage par la vieille forêt est évoquée tout de même par Frodo. Il ne tient pas à être connu directement lors de son départ, cela au moins est certain. Mais revenons un peu en arrière, afin d'expliquer l'absence des cavaliers noirs. Si les Nazgûl ont atteint la comté aussi rapidement, c'est surtout grâce aux aveux de Gollum. Gardez donc en tête que Sauron n'est au courant de rien. Qui détient son anneau, dans quel pays et que fait-il avec? Alors, les cavaliers noirs sont encore vraisemblablement, et au grand désespoir de Gondor, à la tête des armées assiégeant le grand fleuve. Leur présence pourrait faire changer la balance des forces en Gondor, mais je ne le pense pas car les hommes ont tenu face au roi sorcier par le passé, et ils tiendront face aux neufs, du moins faut-il l'espérer pour cette histoire. Alors que nous cherchions désespérément les esprits de l'anneau, Frodo, lui, s'est aventuré dans la vieille forêt. Au sein de celle-ci, après tout se déroule naturellement. Le vieil homme Saul, le tournesol, trop de Saul, et la rencontre avec Tom Bombadil, la riante maison, Bédor et les champs, le départ matinal et le piège des Galgal, le sauvetage par Tom Bombadil, tout le reste se déroule exactement comme dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà donc notre compagnie de retour sur la route après un raccourci qui ne leur a fait perdre que quelques jours. Ils se rendent ensuite au Poney Fringant et font là la connaissance de Grandpa. Aragorn discute avec eux et est effectivement au courant du mal que Frodo porte. Toutefois, les Hobbits sont plus méfiants encore que lors de l'histoire, car ils n'ont pas été poursuivis sans relâche jusque-là. C'est finalement
au terme d'une longue et dure discussion, que Frodo accorde à Grandpa l'autorisation de les guider jusqu'à Foncombe. Notez que l'incident de Bree a lieu quand même. Frodo met l'anneau en public et bien que l'espion présent dans la salle appartienne à Saruman, Sauron en sera averti par le moyen de la pierre d'Orthanc. Alors le voyage commence et Grandpa mène les hobbits à travers un pays morne et des hautes terres sèches. Ils arrivent sans encombre à Foncombe autour du 14 octobre. Elrond conseille alors les hobbits et ces derniers se reposent alors durant la journée. Avec un peu d'avance sur l'histoire, Gandalf arrive aussi à Foncombe le 15 octobre et amène des nouvelles. Frodo retrouve Bilbo et les jours semblent heureux dans la belle maison d'Elrond. Néanmoins, des voyageurs arrivent petit à petit. Boromir de Gondor, Gimli et son père Glóin, d'autres émissaires des Havres et d'ailleurs. Mais ces jours ne voient pas arriver Legolas, car il n'a aucune raison d'être présent, étant donné que Gollum est mort et donc ne peut pas s'enfuir de la garde de Thranduil. Le 25 octobre, le conseil d'Elrond a lieu, et, ainsi que dans l'histoire originale, Frodo est désigné porteur de l'anneau et ses compagnons ont défini. L'histoire serait très convenable avec une communauté de 8, surtout sachant la part qui prend Legolas au final. Mais je tenais à respecter la représentation d'un elfe dans la communauté et je choisis, tout à fait arbitrairement, d'y ajouter Glorfindel, car il est mentionné dans le livre comme potentiel compagnon. Ainsi, Frodo sera accompagné de Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn, Glorfindel, Gimli et Boromir pour mener l'anneau au feu. Petite pause au milieu de l'histoire pour vous dire que si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, le lien est en description et en fiche. Un soutien, même le plus modeste, m'aiderait grandement au final à améliorer la qualité des vidéos dans l'avenir. C'est le 30 octobre environ, un mois après l'accident de Bray, que les Nazgûl sont enfin avertis de l'incident. Alors, le feu gronde et nul ne peut tenir devant la colère des neufs. Ils chevauchent en direction de l'auberge qu'ils atteignent non sans mal, pas avant le 25 décembre. Ce jour même, la compagnie de l'anneau quitte la maison d'Elrond en direction du sud avec pour projet de passer le col de Caradhras. Mais leur trace est relevée alors qu'ils approchent des ruines d'Eregion et les cavaliers noirs les poursuivent. Ils dévient de leur route initiale et sont forcés à semer leurs assaillants en disparaissant un moment de la terre, en entrant dans les sombres dédales de la Moria. Le soir tombait alors que la compagnie montait sur la route enlacée pour arriver en vue du mur de la Moria. L'eau était presque noire et d'un aspect sinistre dans la lumière évanescente de la fin du jour. Gandalf mena la compagnie en avant, pressant le pas alors que l'écho d'une poursuite montait le long des montagnes. Les cavaliers noirs étaient presque sur eux. Un cri de Boromir qui constituait l'arrière-garde les alarma et ils partirent d'une course sans pareille. Aragorn attrapa Sam, Boromir agrippa Pippin et Glorfindel porta Merry. Frodo était en avant avec Gandalf heureusement. Toute la compagnie arriva à la porte et Glorfindel lança le mot de passe « Melon !» Et avant que les cavaliers eussent atteint le haut de la pente, la porte de Ussai était refermée et les ténèbres enserraient la compagnie. Glorfindel, étant un elfe déjà vivant au premier âge, avait probablement connaissance du mot de passe de la Moria. « Notre entrée dans les mines ne tardera pas à être connue du Seigneur des Ténèbres, » dit Gandalf. « Mais il nous faudra 4 étapes pour atteindre l'autre côté. Et ce que nous y trouverons. » Le voyage dans la Moria se déroule de la même manière et la chambre de Mazarbul est découverte. La fuite vers le pont et l'horreur du fléau de Durin. Toutefois, l'histoire est légèrement différente à ce point, car l'un des membres de la compagnie connaît l'horreur des Balrogs et peut même avoir la prétention d'en avoir terrassé un. Même au prix de sa vie. Glorfindel s'avança sur le pont aux côtés de Gandalf et leva sa main droite, paume vers l'extérieur. Il lança dans l'ancienne langue « Fuis, démon de Morgoth! Retourne aux ténèbres qui t'attendent car ton heure est venue. Je suis Glorfindel de la maison de Turgon. Fuis si tu tiens à ton immonde vie. » Et alors qu'il parlait, une lueur blanche et aveuglante après les ténèbres de la Moria jaillit de sa main. À la stupéfaction de tous, le Balrog flancha et se retourna, laissant l'elfe et le magicien s'enfuir par le pont de Khazad-dûm en direction de Dimril Dale. Gandalf mena alors la compagnie dans la Lothlórien comme prévu. Là, il fut vêtu de blanc par Galadriel et ils quittèrent la forêt d'or après un mois dans des embarcations. Mais au fil de l'eau,
c'est à Partgalen que le destin de Boromir se déploie et que l'histoire suit un cours normal. À la différence que les chasseurs sont Aragorn, Gimli, Gandalf et Glorfindel. De ce côté, l'histoire ne change plus outre mesure car l'état de Théoden est dévoilé par Éomer. Mais peut-être pourrait-il changer? À voir, si ça vous plaît, peut-être qu'on parlera de ce côté. Mais c'est pour Frodo et Sam que le sort sera largement différent. Sans rencontrer Gollum donc, ils finissent par trouver la sortie de l'Emin Muil, du Marais des Morts, et d'arriver en vue de la Porte Noire en plusieurs semaines. Une fois devant, le bon sens de Hobbit de Sam lui dicte que cette entrée ne sera pas la bonne, car bien trop gardée et dangereuse. En plus, Gandalf les a avertis. Alors, Frodo peut se souvenir avoir discuté de la route à suivre avec Gandalf à Partgalen. Les cols dominant Minas Morgul sont sombres et terrifiants. Mais il existe un moyen d'entrer furtivement en Mordor. C'est là qu'il se trouve, avait dit le vieux magicien. Alors Frodo et Sam prirent à l'ouest et, comme dans l'histoire, ils furent recueillis par Faramir, non à Henneth Annûn, mais sur la route, non loin à l'est d'Osgiliath. Les deux hobbits apprirent de Faramir que la route menait en vue de Minas Morgul et montait à l'est de celle-ci. Les hobbits passèrent inaperçus car aidés par les conseils avisés de Faramir et de Gandalf. Ils évitèrent l'antre d'Arachné et parvinrent en vue de Gorgoroth. Alors les hobbits arrivent à grand-peine au Samath Naur, là où l'anneau fut forgé, le seul endroit où il peut être détruit. Bien sûr, vous vous y attendez, Frodo étant incapable de jeter l'anneau et Sam l'exhortant à le faire, une lutte entre les deux hobbits démarre. Sam pleurant et jurant contre son maître, à l'esprit détruit par l'anneau, Frodo tentant d'étrangler Sam de colère et d'aveuglement. Alors que Frodo arrachait la chaîne et voulait passer l'anneau à son doigt, Sam se leva, dégaina sa petite épée et d'un geste plus rapide que la volonté érodée de Frodo, trancha la main de son maître qui tenait l'anneau. Frodo s'effondra au sol, hurlant de douleur, alors que sa main tombait dans le cratère. Sam tira son maître à l'extérieur, juste assez vite, et enroula sa main dans son propre manteau, jurant et luttant contre ses propres larmes et son désespoir. Les deux hobbits avaient accompli le travail, mais au prix de la main de Frodo coupée par Sam. Il ne pourrait jamais se le pardonner. Gandalf, les aigles, le sauvetage sur les pans de la montagne, l'arrivée au champ de Cormalen, et la chanson de Frodo une main et l'anneau du destin. Là, Sam fut empli d'une joie soudaine et rit, car alors qu'il s'était attendu à être châtié pour avoir blessé son maître à la toute fin, il fut en vérité salué pour un exploit digne des jours anciens et comparé à Túrin et d'autres grands héros. Frodo fut maintes fois comparé à Beren, lui-même manchot dont la main coupée portait un fardeau aussi lourd pour le monde, un Silmaril contre l'anneau du destin. Ainsi, l'histoire qui aurait pu beaucoup plus mal se terminer finit bien, et tous purent vivre en paix par la suite. Il est possible que l'histoire du côté des trois chasseurs ait été différente, mais ça sera pour un autre jour si ça vous intéresse. Merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle encore une fois qu'il n'est pas de meilleur remerciement que de vous abonner si mon contenu vous plaît. Nous sommes bientôt 17 000, vous êtes incroyables. Mais la faute à ma série de décembre qui n'a que très peu plu aux gens, l'algorithme de YouTube ne semble plus du tout mettre en avant mes vidéos. Alors, ce que le robot ne fait pas, nous pouvons le faire ensemble, en partageant et en montrant cette vidéo au plus grand nombre, afin de montrer aussi à YouTube que les terres du milieu, c'est encore très bien et que ça intéresse des gens. Alors on se retrouve un de ces matins ou soirs sur Twitch, et de mon côté, il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt en terre du milieu. Ciao!